Je veux dire, faut faire avec tellement de choses. Bienvenue sur Icônes et Silences, à la chaîne où les légendes murmurent enfin leur vérité. C'était le 15 décembre 2001, sur les eaux calmes de la Seine, une brume épaisse enveloppait le hareng, une péniche en bois transformée en refuge solitaire. À l'intérieur de cette cabine flottante, le silence était assourdissant. C'était un silence étrange, presque terrifiant, car l'homme qui gisait là n'était pas n'importe qui. Il était le bruit, la fureur, l'énergie pure. Il était Gilbert Bécaud, celui que le monde entier surnommait avec admiration Monsieur 100 000 volts. Mais ce jour-là, sur ce bateau qui tanguait doucement, le voltage était tombé à zéro. 3 jours seulement avant son dernier soupir, loin des projecteurs aveuglants de l'Olympia et des applaudissements frénétiques, Gilbert Bécaud a brisé le silence. Ce n'était pas une confession publique devant des caméras, ni un dernier spectacle pour ses fans. C'était un moment d'une intimité déchirante où l'homme derrière le mythe a enfin laissé tomber le masque. Imaginez cet homme qui avait brisé des pianos par la seule force de sa passion, désormais incapable de soulever sa main pour ajuster sa célèbre cravate à pois. Les médecins avaient été clairs, la maladie avait gagné du terrain, mais Gilbert, lui, avait un dernier combat à mener. Pas contre la mort qu'il avait acceptée avec une dignité stoïque, mais contre ses propres démons. Dans la pénombre de sa cabine, cependant, il a murmuré des vérités qu'il avait cachées sous ses sourires éclatants pendant 50 ans. Il a parlé de ce compagnon toxique qui avait partagé chaque instant de sa vie, de chaque note chantée à chaque cigarette consumée, et qui finissait par lui voler son souffle. Il a évoqué la solitude glaciale qui l'attendait chaque soir, une fois le rideau tombé, une solitude que même l'amour de milliers de personnes ne pouvait combler. Pourquoi cet homme qui a fait chanter la planète entière avec « Et maintenant » a-t-il choisi de passer ses derniers instants sur une péniche, isolé du monde qu'il avait tant aimé? Quel est ce secret, cette douleur sourde qu'il portait derrière son costume bleu électrique et son énergie inépuisable, et surtout qui était vraiment celui qui se cachait derrière le masque de l'idole intouchable? Pour comprendre cette tragédie finale et saisir le sens de ses derniers mots, il ne suffit pas de regarder la star au sommet de sa gloire, il faut remonter le temps. Il faut effacer Gilbert Bécaud pour retrouver un petit garçon fragile, un piano trop grand pour lui et une blessure d'enfance qui allait tout changer. Car avant d'être une légende, il était un survivant. Et sa première cicatrice ne date pas de la fin, mais du tout début. Restez avec nous, car ce que Gilbert a révélé avant de partir pourrait bien changer à jamais la façon dont vous écouterez ses chansons. L'histoire de sa gloire est connue de tous, mais l'histoire de sa douleur commence maintenant. Pour comprendre pourquoi Gilbert Bécaud a fini sa vie en cherchant le silence sur une barque, il faut d'abord comprendre le bruit qu'il a provoqué. Tout a commencé loin des projecteurs, avec un petit garçon au nom difficile à porter. Il était né François Silly. Ce nom de famille, qui résonnait étrangement pour un futur géant, portait en lui une sorte de fragilité, une invitation à l'effacement. Élevé par une mère adorée qu'il surnommait affectueusement Mamiko, le jeune François a très vite compris que le monde n'était pas tendre pour les garçons sensibles. Alors il a trouvé une arme massive, noire et blanche, le piano, mais contrairement aux autres enfants sages du conservatoire de Nice, François ne caressait pas les touches, il les attaquait. Pour lui, la musique n'était pas une mélodie douce, c'était une urgence, une manière de crier sans ouvrir la bouche. C'est cette urgence vitale qui l'a propulsé vers Paris, où le destin l'attendait sous les traits de la grande Édith Piaf. Elle a vu dans ses yeux une fin dévorante, celle de ceux qui veulent prendre leur revanche sur la vie. Et très vite, François Silly est mort pour laisser naître Gilbert Bécaud. Le changement a été brutal, immédiat, comme une explosion. Nous sommes en février 1954, un soir qui allait marquer l'histoire du music hall français. Gilbert monte sur la scène de l'Olympia pour la première fois en vedette. Ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas un simple concert, c'était une émeute culturelle. Dès les premières notes de ses chansons comme Mes mains ou Quand tu danses, quelque chose d'inédit s'est produit. Gilbert ne chantait pas immobile derrière un micro comme les crooners de l'époque. Il bougeait, il sautait, il transpirait. Il semblait possédé par une force
invisible. Dans la salle, la jeunesse d'après-guerre, trop longtemps contenue, a explosé à son tour. Pour la première fois de l'histoire, des spectateurs ont arraché les fauteuils de l'Olympia dans une transe collective. Un journaliste témoin de ce chaos magnifique a titré le lendemain qu'un homme de 100 000 volts venait de frapper Paris. La légende était née. Gilbert Bécaud était devenu l'incarnation de la vie, de la vitesse et de l'énergie nucléaire. Il était partout à la fois, enchaînant les tournées mondiales, du Japon aux États-Unis, courant toujours plus vite, chantant toujours plus fort, comme s'il avait peur que le silence ne le rattrape. Mais on ne peut pas être un volcan en éruption permanente sans se brûler de l'intérieur. Cette énergie surhumaine, cette électricité qu'il offrait généreusement à son public, il ne la tirait pas de nulle part. Pour maintenir ce rythme infernal, pour rester ce monsieur 100 000 volts que le monde exigeait, Gilbert avait pactisé avec un allié dangereux. Un allié qui se tenait toujours entre ses doigts, consumant sa vie centimètre par centimètre et dont la fumée grise allait bientôt devenir le linceul de sa voix. Derrière chaque grand homme, il y a souvent une ombre, et celle de Gilbert Bécaud avait une odeur, celle du tabac brun, et des nuits sans sommeil. Pour le public, Gilbert était une machine inépuisable, un être surnaturel, qui ne connaissait ni la fatigue, ni la douleur. Mais une fois les lumières éteintes, dans la solitude froide des loges, la réalité reprenait ses droits. Monsieur 100 000 volts avait besoin d'un carburant pour brûler aussi fort, et ce carburant était en train de le consumer. La cigarette n'était pas pour lui un simple vice ou une habitude passagère, c'était une extension de ses doigts, une béquille psychologique indispensable. On le voyait souvent sur les photos d'époque ou les plateaux de télévision, une cigarette à la main, volubile et rieur, sans se douter que chaque bouffée était un emprunt fait sur son avenir. Cette voix unique, cette voix rocailleuse, pleine de gravier et de soleil qui faisait vibrer l'âme des Français, il la devait en partie à ce tabac qui irritait ses cordes vocales. C'était là toute l'ironie tragique de son existence. Ce qui lui donnait son timbre, sa signature, son charme, était aussi ce qui le tuait à petit feu. L'industrie du spectacle, vorace et insatiable, ne l'a jamais arrêté. Au contraire, elle exigeait toujours plus. Il fallait enchaîner les galas, sourire aux photographes, courir d'un continent à l'autre sans jamais montrer de faiblesse. Un dieu ne tousse pas. Un dieu ne s'essouffle pas. Alors Gilbert a caché ses quintes de toux derrière les rideaux de velours rouge. Il a masqué son épuisement par une hyperactivité feinte. Il était prisonnier de sa propre image, forcé d'être cet homme électrique, alors que ses batteries commençaient dangereusement à fuir. Pendant des décennies, il a cru maîtriser le feu. Il pensait que sa volonté de faire suffirait à tenir la maladie à distance, que la passion pour la musique était un bouclier impénétrable. Il vivait à 100 à l'heure, persuadé qu'il pourrait toujours courir plus vite que son ombre. Mais le corps a une mémoire impitoyable et il ne pardonne jamais les excès, même ceux commis au nom de l'art. Dans les années 90, alors que le monde entrait dans un nouveau millénaire, les premiers signaux d'alarme ont retenti. Le souffle est devenu court, la voix s'est voilée d'une fatigue nouvelle. Le tueur silencieux, qu'il avait chéri et gardé contre sa poitrine pendant tant d'années, a fini par présenter la facture, et cette facture allait être terriblement lourde. Ce n'était plus seulement une question de musique, c'était désormais une question de survie. Lorsque le nouveau millénaire a débuté, l'ombre a fini par rattraper la lumière. Pour Gilbert Bécaud, le combat a changé de nature. Il ne s'agissait plus de conquérir des salles combles à travers le monde, mais de reconquérir jour après jour un peu de souffle. Le diagnostic est tombé avec la brutalité d'un couperet, cancer du poumon. Pour cet homme qui avait fait de sa voix un instrument de puissance et de vitalité, c'était la plus cruelle des trahisons. Son corps, autrefois son meilleur allié sur scène, devenait soudain sa prison. On a vu alors l'impensable se produire. L'homme électrique, celui qui ne tenait jamais en place, a commencé à ralentir. Les traitements lourds ont marqué son visage, altérant ses traits familiers que la France aimait tant, mais jamais son regard n'a perdu cette étincelle de défi. Il a continué à chanter, à enregistrer, comme un capitaine qui refuse de quitter son navire en pleine tempête. Son dernier album, au titre prophétique, Faut faire avec, résonnait déjà comme un testament de résilience. Mais derrière le courage affiché publiquement, le drame intime se jouait en coulisses, loin des caméras.
Le piano, qu'il maltraitait autrefois avec tant de joie et de fureur, était devenu lourd, trop lourd pour ses mains fatiguées. Chaque note demandait désormais un effort titanesque. L'idole voyait son royaume se rétrécir. Les foules s'éloignaient, non par désamour, mais parce que la maladie impose toujours une distance respectueuse et effrayante. Gilbert s'est retrouvé face à une vérité qu'il avait toujours fui dans la vitesse et le bruit, la fragilité absolue de l'existence. Il a compris que toute l'électricité du monde ne pourrait pas rallumer une mèche qui arrivait inéluctablement à son terme. Alors, plutôt que de s'éteindre dans la blancheur impersonnelle et froide d'une chambre d'hôpital, il a pris une décision radicale. Il a choisi de retourner vers l'essentiel, vers l'eau. Il a choisi de rejoindre sa péniche, le hareng. C'est là, dans le silence des flots, loin du bruit qu'il avait lui-même créé, que la véritable révélation allait avoir lieu, car ce n'est pas la mort qui l'effrayait le plus, mais ce qu'il avait encore à dire avant de partir. Nous sommes maintenant 3 jours avant la fin, le 15 décembre 2001. Sur la péniche Aran, le temps semble s'être arrêté. C'est ici, dans cet espace confiné, que se trouve la preuve la plus déchirante du sacrifice de Gilbert. Dans un coin de la cabine trône son piano, un magnifique Steinway. Mais ce piano a une blessure. Pour le faire entrer dans cet espace exigu, Gilbert a dû scier ses pieds. L'instrument majestueux est désormais à genoux, tout comme son maître. C'est face à ce piano mutilé, témoin silencieux de sa gloire passée, que Gilbert Bécaud a enfin laissé tomber l'armure. Il ne s'agissait plus de crier ou de sauter, d'une voix devenue un murmure rauque presque inaudible. Il a prononcé ce qui résonne aujourd'hui comme son véritable testament. Il a nommé les coupables, non pas des hommes, mais des forces qu'il n'avait jamais pu vaincre. Le premier nom qu'il a maudit sans le dire, c'est cette fumée bleue qui l'entourait comme un spectre. Il a regardé ses mains qui avaient tant joué, et il a reconnu que son plus fidèle ami, le tabac, était en réalité son assassin. Il a avoué dans ce silence lourd que l'énergie qu'il vendait au monde était aussi une fuite. Il a parlé de cette peur viscérale du vide qui l'avait poussé à courir toujours plus vite, à accepter tous les galas, toutes les interviews, jusqu'à l'épuisement total. Il a confessé que Monsieur 100 000 volts était devenu une prison dorée, un costume trop lourd à porter pour un seul homme. Il a révélé que derrière l'euphorie de la scène, il y avait souvent un homme seul, un homme qui cherchait désespérément à être aimé, non pas pour l'électricité qu'il produisait, mais pour le petit garçon fragile qu'il était resté au fond de lui. Ce n'était pas de la colère, c'était une lucidité foudroyante. En ces derniers instants, Gilbert n'en voulait pas au public qui l'avait tant demandé, ni au producteur qui l'avait pressé comme un citron. Non, son regret était plus intime. Il regrettait d'avoir laissé le personnage dévorer l'homme. Il regrettait d'avoir laissé la fumée voler son souffle avant qu'il n'ait pu chanter sa toute dernière note. C'était là son ultime révélation, le prix exorbitant d'une vie passée à brûler la chandelle par les deux bouts. Sur le hareng bercé par la Seine, Gilbert Bécaud n'a pas demandé pardon. Il a simplement constaté avec une tristesse infinie que l'on ne sort jamais indemne d'avoir été une idole. Le 18 décembre 2001, sur sa péniche immobile, le courant s'est définitivement coupé. Monsieur 100 000 volts a fermé les yeux, emportant avec lui ses tourments et ses excès. La France s'est réveillée orpheline, réalisant soudainement que l'énergie qu'elle pensait inépuisable avait une fin. Mais au-delà des hommages officiels et des fleurs déposées, l'histoire de Gilbert Bécaud nous laisse un héritage plus complexe, plus humain. Son parcours n'est pas seulement celui d'une star, c'est le miroir de notre propre soif d'absolu. Il nous rappelle que derrière chaque idole que nous vénérons, il y a un être de chair et de sang qui se consume pour nous éclairer. Nous avons applaudi la lumière, mais nous avons ignoré la brûlure. Aujourd'hui, quand résonnent les premières notes de sa chanson mythique, et maintenant, la question prend un sens nouveau. Et maintenant, que reste-t-il ? Il reste une œuvre immense, bâtie sur le talent, mais aussi sur un sacrifice total. Il reste cette leçon bouleversante que la gloire ne protège de rien et surtout pas de soi-même. Gilbert Bécaud a vécu comme il chantait, avec urgence, avec passion, sans jamais s'économiser, acceptant de payer le prix fort pour quelques instants d'éternité. Il a transformé ses névroses en mélodies et ses douleurs en hymnes. Peut-être est-ce cela, la véritable définition d'une icône. Non pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui ose brûler pour que les autres aient moins froid.
Le piano au pied scié sur le bateau à Rannes n'est plus un symbole de tristesse. Il est devenu le monument d'un homme qui a tout donné, jusqu'à réduire son propre monde pour qu'il tienne dans son dernier refuge. Gilbert a trouvé la paix qu'il cherchait, loin du tabac, loin des projecteurs, dans le clapotis apaisant de la Seine. Si cette plongée dans l'intimité de Monsieur 100 000 volts vous a touché, si vous avez ressenti cette humanité vibrante derrière le mythe, ne gardez pas ce silence pour vous. Rejoignez notre communauté Icône et Silence. Abonnez-vous pour découvrir d'autres destins, d'autres vérités cachées derrière les rideaux de velours, car ici, nous ne jugeons pas, nous écoutons ce que les légendes ont encore à nous dire. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Et maintenant, c'est à vous de faire vivre sa mémoire. À très bientôt.